Bonjour et bienvenue dans ce 25e tutoriel couture de Sunbonnet Sue. Pour ce 25e bloc, Sue s'offre une autre parenthèse artistique. Je l'ai immortalisé en peintre et j'ai simplifié le dessin au maximum pour qu'il soit facile à coudre. Dans ce tuto, nous allons voir l'appliqué, donc la petite peintre, et dans le tuto suivant, je vous montrerai comment réaliser le sac pochon, qui est en fait un sac qu'on fera en patchwork, simple, avec des bandes de tissu. Alors, ce modèle est un modèle idéal pour débuter parce qu'il y a seulement 5 pièces. La robe, le bras, la main, le chapeau et la palette de la fillette. Pour vous aider à choisir vos chutes, j'ai décliné mon patron en 18 planches d'ambiance et un simple changement de couleur sur le dessin transforme l'ambiance. De cette manière, je vais vous montrer plusieurs exemples et vous pourrez harmoniser plus facilement votre appliqué. Je sais bien que une des difficultés qu'on a quand, comme moi, on a des tonnes de chutes, c'est d'arriver à les marier parce que quelque part, quand on regarde ce tas de chutes, il y a tellement de couleurs que moi, au bout d'un moment, je sature. Donc, au niveau de la vidéo, vous avez bien compris, on commence par les couleurs et ensuite on fera la pratique. Alors, à ce moment-là, je vous guiderai pour assembler chaque pièce une par une en mettant l'accent sur quel point ou quelle partie de la pièce de tissu il faut coudre et comment il faut la coudre. Comme ça, vous aurez toutes les clés en main avec l'ordre précis et la technique adaptée pour chaque étape. Pour le matériel, un fond de 15 sur 27 cm si vous projetez de faire le sac, le patron, le lien est dans la description, des ciseaux, couture et papier, une aiguille, des épingles, une trousse de couture quoi. Pour les couleurs, ici je vous montre, j'ai mis du rose pour le bras, du jaune pour la palette, du rose pour la robe, un vieux rose, et du gris pour la coiffe. Si vous ne voulez pas faire le patron en vue de faire le sac pochon, je vous conseille de prendre 22 sur 22. C'est en général la taille que je préconise. Mes personnages font environ 17 cm. Ici, vous voyez, j'ajoute un crayon effaçable à la chaleur, ainsi que des marqueurs et l'accessoire magique. De la nuit à l'atelier. C'est une ambiance qui est feutrée, mystérieuse, idéale pour une artiste nocturne. Et mon idée ici, c'était de me dire, si vous avez un vieux jean qui a des couleurs très 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 foncées, vous pouvez l'utiliser comme tissu de fond. Hein, les jeans de récup, des fois, ils ont des couleurs très foncées et ça peut être un tissu de fond très sympa. C'est le moment de le mettre à l'honneur. Alors, au niveau de la variante 3, les tons bleus, c'est la sérénité. Hein, donc là, je pensais plus particulièrement aux jeans plus délavés, en fait, pour l'arrière. Les chaussures, toujours dans les bruns. La robe dans le bleu ciel. Alors, soit bleu ciel sans motif, soit bleu ciel avec motif. Ça peut être sympa de mettre un petit motif, surtout sur du jean. Le chapeau bleu foncé, bleu acier. Et la palette dans les tons beige pour pas que ça choque au niveau de l'ensemble. Ensuite, on passe à la variante que j'appelle plus du printemps. La robe est dans les verts et le chapeau est vert plus foncé. Vous remarquerez que souvent, c'est conseillé de mettre un chapeau plus foncé que la robe parce que le personnage ressort mieux. Il y a une variante plus dans les tons rouges qui pourrait aussi convenir pour Noël. Ça, je l'ai fait en me disant, à Noël, des fois, on aime bien avoir des tons rouges et ça peut être sympa. Hein, si on offre un cadeau en lien avec la peinture, d'utiliser ce petit personnage. Donc là, la robe rouge cerise, chapeau bordeaux, donc plus foncé, on est dans les tons bordeaux, voire marron. Et la palette dans les ombres, c'est très bien comme ça. On a encore l'atelier vintage, donc là, on est plus dans les tons moutarde et noir. C'est pour donner ce côté un petit peu ancien, romantique, ça j'aime beaucoup. Oui, donc on a aussi la palette plus automne, hein. Donc avec les tons plus roux, rouille et plus marron comme ça. J'ai même testé aussi dans les tons, ce que j'appelle rêverie, là, on va carrément dans les mauves. Et avec du mauve aussi, on peut mettre en dessous, ici vous voyez j'ai mis un petit Liberty. Ça peut être sympa aussi si vous avez des tissus avec des petits motifs comme ça. Simplement reprenez une couleur du petit motif et mettez-le dans le chapeau, dans les couleurs les plus foncées. Ça marche en général assez bien. Voilà, c'est parti. Alors, vous prenez votre patron, vous le découpez et on va commencer par tracer le tour du patron au crayon effaçable. Ne vous mettez pas trop haut par rapport au projet si vous voulez faire
le sac pochon, soyez à 5-6 cm maximum, grand maximum. Si vous connaissez les bases, allez directement à 8 minutes 10 car j'explique maintenant comment on fait. Alors, on débute par faire les petits pieds qu'on fait avec un marqueur indélébile. Ce sont des marqueurs que j'ai achetés chez Action, plutôt marron, hein, les chaussures dans ce cas-ci, et ne pas oublier de fixer le marqueur au fer à repasser. Ensuite, on découpe la palette qu'on va tracer. Donc, on trace tous les traits qui manquent, on les trace au fur et à mesure. Puis, on va sur le tissu de la chute. On découpe avec 7 mm de marge. 7 mm quand la pièce est grande, 5 mm quand la pièce est petite. Puis, on crante. Attention de ne pas aller couper le trait intérieur, sinon ça risque de se voir. Et on préplie les pièces de manière à ce que ce soit plus facile à positionner. Ici, je vous montre comment positionner les pièces quand on débute avec le cure-dent et les épingles. C'est plus facile, ça évite que la pièce ne glisse au moment où on la coud. Voilà, là la pièce est positionnée. Vous voyez qu'il y a une partie qui reste plate. C'est celle qui sera recouverte par la main. Pour faire le nœud, on pince très fort le fil. On enroule quelquefois en fonction de la taille de votre aiguille. On pince encore très fort et vous voyez le nœud se forme grâce à cette manière de faire. Je prends évidemment un fil contrasté pour vous montrer. On commence par le point de bâti qui est de passer dessous, puis dessus, et on tourne directement ici pour cette pièce dans le pli du rentré. Vous voyez ici, d'ailleurs, je recommence pour être bien dans le pli du rentré. Là, à ce moment-là, on va aller piquer sous le fil qui vient de ressortir dans le petit trait qu'on a tracé préalablement. On va repiquer ensuite dans le pli de la chute de manière à former le point glissé qui en fait est un point invisible qui permet à la pièce de tenir de manière solide, je vous assure, et invisible. Voilà, donc je vous montre à chaque fois bien repiquer dans le pli et dans le trait. C'est pour ça qu'on retrace à chaque fois les traits qui manquent en fait sur le patron. Et de cette manière, vous voyez, on est sûr que la pièce va bien tenir. On arrive ici, on a fait tout le tour, on fait tout le tour, et dès qu'on a laissé plat, vous voyez, je vous mets sur le côté la pièce telle qu'elle doit être cousue. Dès qu'on a laissé plat, on fait un point de bâti, c'est-à-dire dessus, dessous, dessus, dessous. C'est un point qui permet juste de tenir la pièce. Donc, à retenir, point glissé, c'est une double flèche, et point de bâti, je le note en pointillé. Ça, c'est très important parce que je vais vous mettre à chaque fois les pièces qu'on va coudre. Voilà, maintenant on va passer à la petite main. On met 5 mm de marge au niveau de la partie qui va être cousue au point glissé, donc qui va être en rentrée. Et on met 7 mm de marge là, l'endroit qui sera recouvert par la manche. Ça, c'est une règle que j'applique généralement parce que parfois il y a des petits décalages et c'est vraiment très embêtant. On préplie la petite main, puis on va la positionner toujours de la même manière comme tout à l'heure. On le fait au cure-dent, hein, de préférence parce que ça tourne. Voilà, on a ceci. On commence à coudre sous la manche avec le point de bâti puisque ce sera recouvert. Puis on tourne et on passe en point glissé. Vous commencez à voir que c'est toujours la même chose en fait, hein. La difficulté dans l'appliquer, là pour l'instant c'est pas le cas, mais c'est également l'ordre des pièces. Parce que quand on se trompe dans l'ordre des pièces, ça peut... Enfin moi, quand je me trompe, parfois je dois recommencer parce que ça ne va pas. Si on a la manche sous le bras, par exemple, eh ben, ça ne se passe pas comme ça dans la vraie vie. On a la manche sur la petite main, pas dessous. Donc il faut vraiment, il y a un ordre des pièces à respecter. Voilà, donc maintenant, on va continuer et je vais aller beaucoup plus vite si ça vous va. Alors à présent, on s'attaque à la petite robe, on laisse une marge de 7 mm, on crante, dès qu'il y a une courbe, en fait, on crante, c'est plus facile quand on débute. On n'oublie pas de tracer les traits manquants, positionner avec les épingles. Vous voyez ici, je mets vraiment beaucoup d'épingles, mais ça permet
de ne pas devoir recommencer. Quand on débute, il n'y a rien de plus énervant que quand on doit recommencer. Le point de bâti pour le haut qui sera sous le chapeau, enfin sous la coiffe de la demoiselle. On passe en point glissé, donc comme je vous dis, c'est toujours la même chose. Après, on fait le bras. Là, il faut être attentif à ne pas couper trop vite le bras parce que sinon, on ne sait pas où le positionner. Donc, c'est plus facile en le faisant en 2 fois. Marge 7 mm pour le bras. Bien cranté au niveau du coude et de l'intérieur du coude parce que comme ça, c'est plus facile à mettre. Au niveau du positionnement, en général, on commence par l'endroit où il y a la main. C'est plus facile. Là, vous voyez que j'utilise le cure-dent. C'est vraiment une aide précieuse quand on débute. On fait le point glissé tout du long, point glissé tout autour du bras. Je vous montre ici. N'hésitez pas à utiliser l'aiguille aussi hein, pour repousser le tissu quand il a tendance à vouloir un peu sortir. Et le doigt. Hein. Vous pouvez même reprendre le cure-dent, il n'y a vraiment aucun souci. L'important, c'est que la forme soit respectée et c'est à ça que sert le petit trait en dessous. C'est vraiment, on le suit en fait. On positionne vraiment en fonction du trait en dessous. Ici, donc la fin. Voilà. Toujours bien mettre les 2 points de fin parce que ce serait bête que la pièce se défasse toute seule. Après cela, on va faire la déco. Alors là, je vous passe ça très vite. Je vous conseille quand même de faire d'abord au crayon effaçable, puis à l'indélébile. Alors, vous êtes libre également de broder tout ça, hein, bien sûr. Ici, là, je vais vraiment, je recherche la facilité au niveau de l'appliquer. N'oubliez pas non plus de fixer évidemment les marqueurs, hein, sinon c'est embêtant quand on les là avec et qui disparaissent. Alors, le petit chapeau, idem, marge 7 mm, on crante là tout le tour, on plie pour préparer le positionnement, vous voyez à chaque fois, et on recommence, point glissé uniquement pour le chapeau. Soyez attentif à commencer par le lien entre l'épaule et la coiffe, ça évite que si vous commencez en haut du chapeau, vous vous retrouviez avec un petit décalage. Maintenant, la marge de 7 mm, c'est aussi à ça que ça sert. C'est pour éviter les décalages. Donc voilà, on fait les nœuds et on va, c'est facultatif, vous pouvez aussi faire ça avec le marqueur, hein, c'est pas nécessaire, mais j'aime bien le petit côté croquet qui est vraiment sympa. Je brûle les bouts, ça dépend un peu du croquet que vous avez. Comme ça, c'est plus facile et ça risque pas de faire des petits fils. Et je fais tout le tour du croquet, dessus et dessous, au point glissé, en fait, c'est le même point. Pourquoi je fais ça? Parce que comme ça, c'est vraiment très très solide et comme c'est un sac, ça va être soumis à pas mal de pression. Voilà, on a terminé la vidéo de Sioux peintre. Je vous retrouve dans 5 jours pour la vidéo suivante, celle du sac. À bientôt!